Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, nous sommes le mardi 31 mai, voici les titres. De la philosophie dès le plus jeune âge à l'école élémentaire Marcel Pagnol de Coignères, les élèves de CM2 y sont initiés, ils suivent des cours à 12 reprises dans l'année, un partenariat entre l'éducation nationale et la municipalité pour développer l'esprit critique de ces enfants. Les élections législatives approchent, premier tour le 12 juin prochain, 130 candidats sont en course dans les Yvelines, dont une majorité issue de petits partis. Quelles idées portent-ils? Pourquoi sont-ils autant en lice dans ce scrutin? Élément de réponse. Et puis alors que le tournoi de Roland-Garros bat son plein porte d'Auteuil à Paris, nous prendrons des nouvelles du tennis yvelinois. Comment se porte-t-il après 2 années de crise sanitaire? Qui sont les pépites à suivre? Laure Moreau et Jean-François Mettet du comité de tennis des Yvelines sont nos invités. Mais avant de développer ces titres, Jean-Luc Mélenchon, ce mardi soir à Trappes, le leader de la France Insoumise est attendu devant le collège Gustave Courbet pour échanger et soutenir les parents d'élèves et professeurs des collèges trappistes. Il sera aux côtés de William Martinet, candidat à NUPS de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans la 11e circonscription des Yvelines. Un déplacement en pleine campagne des élections législatives. Premier tour le 12 juin prochain dans une ville qui avait largement voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle à plus de 60%. Le maire Ali Rabet est également parmi ses soutiens. Trappes, l'une des 12 communes choisies par Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez vu sur ces images pour son meeting en hologramme. C'était le 5 avril dernier. Et pour ces législatives, 130 candidats en tout sont en lice dans les 12 circonscriptions des Yvelines. Un scrutin qui réunit beaucoup de candidats à chaque fois. Et on en parle avec Justine Brasier. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Alors Justine, quels sont les enjeux pour ces partis et notamment pour les petites formations politiques en lice? Alors il faut savoir déjà, Grégory, que les élections législatives, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les partis politiques, qu'ils soient établis en France ou qu'ils soient, comme vous l'avez dit, des petits partis. Pourquoi? Eh bien, déjà, il y a 2 enjeux de taille. D'abord, faire passer des messages. Être candidat à une élection, ça donne de la visibilité et un temps de parole. Et pour ces élections législatives, contrairement aux présidentielles, il n'y a pas le barrage déjà des 500 signatures, donc chacun peut se présenter. Ça donne une visibilité, ça permet de faire passer des messages, tout à fait. Et ça, c'est l'un de nos objectifs. Je vous rappelle que 69% des électeurs musulmans votaient pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il n'y avait pas d'autre offre pour les présidentielles, parce que le barrage des 500 signatures est un barrage extrême pour nous. Alors, ces candidats savent en quelque sorte qu'ils ne l'emporteront pas. Pourquoi se présentent-ils ? Eh bien, en fait, plus on se présente, plus on a de la visibilité, forcément, et plus les idées donc des petits partis vont pouvoir être reprises en fait par les autres partis politiques, et donc qui vont être obligés de les reprendre pour fédérer des électeurs. Quand je dis petits partis, attention, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'ils font un score de moins de 5% aux élections. Et donc, les petits partis, c'est comme ça qu'ils font passer leurs idées. Ils n'ont pas forcément besoin d'être élus. Notre objectif à chaque élection, c'est de montrer qu'on pèse. Nos mesures pèsent et font mouche en fait auprès des citoyens, de façon à ce qu'on montre que cet électorat est significatif et que tous les partis politiques ont tout intérêt à s'intéresser aussi aux mêmes idées. En 2002, par exemple, aux élections présidentielles, Lionel Jospin a loupé donc le 2e tour pour 150 000 voix, donc c'est-à-dire 0,6% d'électeurs. Donc, quand nous représentons 2% d'électeurs, donc vous voyez que c'est considérable. Et vous en parliez, il y a un autre enjeu aussi pour ce scrutin des législatives à venir. Exactement, le fait d'avoir autant de candidats, ce n'est pas anodin, autant de candidats qui ne partent pas favoris. Les citoyens ne sont pas toujours au courant, mais ça s'explique par un enjeu financier très important pour ces élections. C'est l'occasion pour les partis en fait, de toucher des aides financières, de pouvoir satisfaire finalement leur trésorerie pour le reste de l'année et pour les 5 ans à venir. Alors je vais m'expliquer. En fait, lors des élections législatives, chaque parti peut obtenir une aide financière. Chaque voix rapporte environ 1,64 € au parti pendant 5 ans. Alors bien sûr, tout le monde ne touche pas cette subvention. Il faut remplir certains critères, vous allez les voir dans un instant. Obtenir à 1% des voix dans 50 circonscriptions au moins, d'où la multiplication, Grégory, des candidatures. Il faut également, bien sûr, respecter la parité sous peine de voir cette subvention réduite. Le nombre de candidats d'un même sexe ne doit pas excéder les 51%. Je vais vous prendre l'exemple du parti animaliste qu'on a donc interviewé. Il présente 12 candidats, donc un candidat dans chacune des circonscriptions des Yvelines. Ils sont un peu plus de 400 en France. Eh bien, les candidats savent qu'ils vont faire des petits scores, ils nous l'ont dit. Mais leur but, c'est pas d'être élus à tout prix, c'est vraiment d'exister, et donc ils sont obligés de présenter des candidats tout en sachant qu'ils ne vont pas remporter cette élection, mais c'est pour la survie du parti sur les 5 ans, et pour eux c'est ça le plus important, c'est surtout une ambition à long terme.
ça qui va nous permettre d'engager des actions, de faire des meetings. Voilà. Sinon, on est effectivement limité parce qu'on n'a pas de revenus. Cette élection, par exemple, déjà là, on a engagé toute notre trésorerie pour cette élection en cours. Et donc pour finir, lorsqu'on voit des alliances entre petites formations politiques, ce n'est pas pour espérer forcément avoir le plus de voix et l'emporter, mais bien sûr pour toucher à des aides peut-être pendant les 5 ans à venir. Merci Justine. Et vous parliez justement du parti animaliste. Cette année, le mouvement politique présentera plus de 400 candidats dans la France entière. Dans les Yvelines, il y aura 12 candidats dans chacune des 12 circonscriptions du territoire, et 10 de plus qu'en 2017. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Aujourd'hui, séance de tractage pour le parti animaliste devant la gare de Poissy, l'occasion pour les candidats yvelinois de faire connaître ce mouvement politique créé en 2016 et qui compte plus de 400 candidats inscrits aux élections législatives cette année dans toute la France. Les partis politiques classiques, disons, ne prennent pas suffisamment au sérieux la cause animale, la question animale, et qu'il faut vraiment visibiliser un électorat pour lequel la cause animale est vraiment essentielle sur le terrain politique. Au total, 12 candidats seront présents sur l'ensemble des circonscriptions yvelinoises. Dans son projet, le parti veut notamment interdire la chasse et la chasse à courre. On a aujourd'hui, en fait, l'homme continue, je dis bien l'homme et pas l'humain, je pense que ces hommes ont perdu leur humanité. Donc ces hommes, en fait, continuent à perpétrer des traditions absolument cruelles. Dans quel monde vit-on ? Peut-on encore parler de personnes civilisées lorsqu'on pratique encore des choses aussi barbares ? Une autre mesure phare concerne les conditions dans les abattoirs, en réponse notamment aux images de maltraitance animale diffusées en 2017 par l'association L214 dans cet abattoir à Houdan. On porte comme proposition d'installer des caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs, chose qui avait été promise mais qui n'a malheureusement jamais été faite par les pouvoirs publics. Et on souhaite également, entre autres, instaurer l'obligation d'abattage avec étourdissement. En 2017, le parti animaliste était présent dans 2 circonscriptions et avait recueilli un peu plus de 1% des suffrages pendant les élections législatives. Cette année, les candidats espèrent atteindre les 4% sur l'ensemble du département. Et à présent avec moi en plateau, Célia Gassongo, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, on va faire avec vous un focus sur la 4e circonscription des Yvelines pour en connaître les enjeux, puisque jusqu'au premier tour de ces élections législatives qui donc ont lieu, ces élections législatives 12 et 19 juin. Le premier tour, c'est donc le 12 juin. TV78 vous aide à y voir plus clair. Je vais y voir plus clair moi aussi ce soir avec vous. Sur cette 4e circonscription, quelles sont déjà les communes qui composent cette circonscription, Célia ? Alors, elle se situe dans le nord-est du département et englobe plusieurs communes, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houille, Louvciennes, Marly-le-Roi ou encore le port Marly. Elle recense presque 110 000 habitants. Alors, c'est une circonscription plutôt de centre droit. En 1988, c'est Pierre Lequillet, alors vice-président du Conseil général des Yvelines et maire de Louvciennes, qui est élu pour le parti UDF. Il sera ensuite réélu jusqu'en 2017 sous l'étiquette UMP, puis les Républicains. Il a décidé de ne pas se représenter en 2017 et c'est donc Marie Lebec du Parti de la République En Marche qui le succède à 61,39% des suffrages face à Ghislain Fournier, alors maire de Chatou. Marie Lebec qui est candidate à sa propre succession. Oui, en effet, la candidate sortante a la ferme intention de retrouver son siège. Elle est candidate cette fois sous la bannière Ensemble, le parti de la majorité présidentielle. Elle compte approfondir le travail déjà mis en place lors de son précédent mandat, notamment au niveau du développement économique, des écoles et de la santé. Marie Lebec part plutôt en territoire conquis, puisqu'Emmanuel Macron est arrivé en tête de toutes les circonscriptions, de toutes les communes de la circonscription, à plus de 35%. Alors, qui sont les autres candidats ? Alors, c'est une majorité de femmes, au total 6 femmes pour 3 hommes. Parmi les candidats, on retrouve l'avocat, écrivain et chroniqueur Charles Consigny, personnage médiatique, vous l'avez sûrement entendu dans l'émission des Grandes Gueules de RMC ou encore sur le plateau d'On n'est pas couché. Il s'engage maintenant en politique sous l'étiquette Les Républicains. Il avait d'ailleurs déjà été un soutien actif de Valérie Pécresse, qui pour l'élection présidentielle de 2022, c'est donc le seul candidat qui semble se démarquer
marqué, même si les scores dans la circonscription pour Valérie Pécresse au présidentiel sont plutôt autour de la moyenne du département, donc aux alentours de 9%. Alors on retrouve aussi des représentants de partis établis en France comme Sophie Lelandais pour le Rassemblement national ou encore Céline Bourdon, militante La France Insoumise pour la coalition NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pour le reste, on retrouve plutôt des petits candidats comme Bénédicte Rativé pour le parti Reconquête, Chloé Richard Dessoubeau pour le parti animaliste ou encore Franck Morel pour la lutte ouvrière. Merci Célia. Et je le précise, premier tour de cette élection législative. J'en étais pas sûr tout à l'heure, mais c'est bien le 12 juin et le second tour, éventuel second tour, le 19 juin pour ce scrutin des législatives. Merci pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, un couple devant le tribunal judiciaire de Versailles, tous deux âgés de 33 ans. Ils comparaissent pour avoir volé du matériel informatique au technocentre de Guyancourt et tenté de le revendre sur Le Bon Coin. Et des vols qui ont eu lieu entre le 1er mars 2021 et le 26 avril de cette année, pendant une période de modernisation du réseau sur le site Renault. Montant total du préjudice, plus de 300 000 €. Les enquêteurs de la sûreté urbaine d'Elancourt ont été mis sur la piste par une publication suspecte sur Le Bon Coin. En remontant l'adresse IP, ils tombent sur un couple habitant en Seine-Saint-Denis. L'homme travaille pour un prestataire du technocentre Renault. Placé en garde à vue, il a reconnu les vols et la tentative de revente. Sa compagne, elle, a également admis sa complicité. Et déférés, ils ont été placés sous contrôle judiciaire et leur compte en banque saisi. Je vous en parlais dans les titres. Des élèves de CM2 suivent des ateliers de philosophie à l'école Marcel Pagnol à Coignères. L'association Sève, en partenariat avec l'Éducation nationale et la municipalité de Coignères, dispense actuellement ces cours à de nombreux bénéfices, avec de nombreux bénéfices en retour. Et on voit tout de suite le reportage de Céline Charles. Imaginez être sur une plage. Méditer pour réfléchir. Pendant le temps de pratique de l'attention, le cercle d'élèves de CM2 semble se calmer. Certains se prêtent au jeu, d'autres sourient ou rient. Mais une chose est sûre, lorsque la question philosophique du jour est posée, les idées fusent. Aujourd'hui, ce sera « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Réussir sa vie, c'est avoir fait des bonnes actions, avoir rempli tes objectifs. Pour moi, c'est une vie joyeuse et presque sans tristesse. C'est que nos parents ils nous aiment, avoir une bonne famille qui ont confiance en nous. On essaie de les aider à réfléchir, à penser par eux-mêmes, à approfondir leurs réflexions, à interroger, peut-être remettre en cause leurs certitudes. Penser par soi-même ou encore développer son esprit critique. Ces ateliers de philosophie dispensés 12 fois dans l'année abordent plusieurs thèmes. La violence, le regard de l'autre ou encore le bonheur. C'est quoi vos thèmes préférés ? Moi, c'était la violence. Pourquoi ? Parce qu'on devait réfléchir à quelle était la violence la plus légitime ou illégitime. Donc ça nous a fait réfléchir. On estime que l'enfant tout petit déjà se pose des questions. Même des questions existentielles, c'est quoi la mort, c'est quoi la vie, pourquoi j'existe. Ils se posent des questions tout petits et c'est pour les habituer justement à réfléchir dès le plus jeune âge. J'aime bien parler en calme et de bien s'écouter, ça évite les disputes des fois dans la cour un peu. C'est des questions philosophiques, donc c'est dur de... Il n'y a pas de bonne réponse et pas de mauvaise. Des ateliers appréciés des enfants qui leur permettent d'élaborer une vraie réflexion, de résister aux manipulations ou encore de chasser les préjugés. L'atelier philosophique, c'est aussi une forme de prise de parole, l'expression, l'apprentissage de la prise de parole, l'apprentissage aussi du raisonnement, ce qui est important pour nos enfants. J'aime bien réfléchir et écouter les réponses des autres. Par exemple, tout à l'heure, j'ai appris la vraie définition du mot heureux, alors que moi, je pensais que c'était juste être content. Ça nous apprend déjà les définitions. Ça nous apprend à pas forcément faire tout ce qu'on te dit. Ça nous apprend à réfléchir et c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que nous on doit penser pareil. Des ateliers qui semblent n'avoir que des retours positifs pour ces enfants qui ne se privent pas de poursuivre les débats le soir en famille ou dans la cour de récréation. Si votre enfant est plutôt passionné par la musique, le chant ou la danse, le dispositif Shamshad peut être intéressant. Ces classes à horaires aménagées de la 6e à la 3e permettent aux enfants de concilier école et passion. Ce cursus est en place dans 3 écoles des Yvelines et le collège Jules Ferry à Mantes-la-Jolie fête cette année les 10 ans du dispositif. Mathilde Franco. De la danse, du chant et de la musique au
total, une centaine d'enfants du collège Jules Ferry de Mantes-la-Jolie bénéficient de classes à horaires aménagés pour concilier leur passion avec l'école. J'ai commencé la CHAD en 6e, donc ça fait 4 ans, mais j'ai commencé la danse bien avant, mais c'était plutôt la continuité de la danse. Ça apporte énormément parce que sans la CHAM, on n'a que des cours techniques, donc on apprend vraiment que la technique, mais on a aussi beaucoup de théorique maintenant avec la CHAM, donc on a des ateliers chorégraphiques, donc on apprend sur la création, comment bien créer une chorégraphie, on a beaucoup d'outils, on fait beaucoup de nouvelles choses, beaucoup plus de spectacles, de concerts, donc on apprend beaucoup plus de choses en général sur la danse. Ça m'a permis de découvrir plus de choses parce que j'ai commencé vraiment dans le classique et j'ai découvert les musiques actuelles avec ça. Donc je suis rentrée dans des groupes, je vais commencer d'autres instruments, ça m'a permis de découvrir que je préférais d'autres choses par exemple. Mais ces 4 années étaient très sympathiques. Grâce à ce cursus, les enfants suivent les mêmes cours que les autres collégiens mais disposent d'une après-midi banalisée pour se perfectionner dans leur passion. C'est la 10e année pour le collège, c'est justement la raison pour laquelle on fête les 10 ans cette année. Et donc on voit que c'est un dispositif pérenne et qui vraiment permet à de nombreux élèves, 280 depuis les 10 ans, de pouvoir accéder ensuite à des parcours de réussite dans des domaines artistiques, mais de s'épanouir également sur des pratiques artistiques en général. Le collège Jules Ferry travaille en partenariat avec le conservatoire de Mantes-la-Jolie. Pour profiter de ce dispositif, les familles doivent remplir un dossier de candidature, puis les enfants passent une audition. Ce qui est bien dans ce dispositif, c'est de mettre les enfants en situation de réussite parce qu'ils sont recrutés sur la motivation. Et on ne recrute pas les élèves sur le niveau scolaire. Et donc ça permet vraiment à l'adolescent de s'épanouir au cours de sa scolarité au collège. Cette année, le conservatoire de Mantes-la-Jolie et le collège Jules Ferry fêtent les 10 ans de ce dispositif CHAM-CHAD. Réunissant la danse, le chant et la musique, les enfants ont présenté un spectacle d'1 heure. Du sport pour refermer ce journal, c'est l'un des événements de l'année en France. Le tournoi de Roland-Garros se tient jusqu'à dimanche, porte d'Auteuil à Paris. Plus de Français à suivre, c'est dommage, mais des affiches de rêve tout de même. Un Nadal-Djokovic, pour ne citer que cette affiche ce mardi soir en quart de finale. Et c'est l'occasion pour nous aussi de faire un état des lieux du tennis dans les Yvelines avec mes invités. Ils sont 2 en plateau. Laure Moreau, bonsoir. Vice-présidente du comité de tennis des Yvelines également. Jean-François Mettet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de ce comité qui est installé à Feucherolles. Question directe pour commencer, comment se porte le tennis dans les Yvelines après 2 années, on le sait, compliquées avec la crise sanitaire? Tout à fait. Nous sommes très satisfaits de cette reprise, puisque aujourd'hui nous avons dépassé le seuil des 40 000 licenciés, donc une progression de plus de 10% par rapport à la saison passée de date à date. Alors c'est effectivement 2 années très compliquées avec le Covid, mais tous nos clubs se sont mobilisés, on a pu reprendre notre activité assez rapidement, puisque le tennis est aussi un sport de plein air, et tous nos clubs s'y sont mis avec l'application des gestes barrières, de tout ce qui est contrôle sanitaire, et on a pu redémarrer l'activité assez rapidement, et je pense qu'aujourd'hui on retrouve nos adhérents et c'est un vrai plaisir. Parce que finalement, oui, le tennis était parmi les pratiques, on va dire, dans les premières à reprendre. Donc ça a profité aussi pour la pratique du tennis. Tout à fait. On a même vu des gens revenir au tennis, puisque c'était un des premiers sports à pouvoir reprendre. Donc voilà, on a vu des anciens revenir et puis ils ont retrouvé du plaisir à fouler les cours. Donc voilà, à nous de garder ces pratiquants qui sont venus en club. Donc les perspectives sont plutôt bonnes là, pour les prochaines saisons, pour la saison à venir? Tout à fait. Mais comme disait Laure, il faut maintenant continuer à travailler pour que les gens restent dans nos clubs. On a 157 clubs affiliés dans les Yvelines. Ils sont tous en progression et on s'en félicite. Et je pense qu'on peut remercier tous les dirigeants de nos clubs pour tous les efforts qu'ils ont accomplis. Donc de très bons chiffres pour la pratique du tennis dans les Yvelines. On peut aussi compter bien sûr sur des têtes d'affiche pour attirer un peu plus de licenciés.
forcément Arthur Hinderknecht, c'est le nom dont on parle le plus en ce moment, qui a été formé au tennis club des Loges de Saint-Germain-en-Laye, qui est passé par Feucherolles, qui était inconnu du grand public, il faut le dire, il y a encore quelques mois, et le Saint-Germainois est aujourd'hui 68e mondial, et est même monté jusqu'à une 48e place mondiale sur le classement ATP. Il a été appelé en équipe de France de Coupe Davis, même si les résultats récents peuvent laisser sur une déception. Il y a eu une élimination au premier tour de Roland-Garros et aussi au deuxième tour de Roland-Garros en double avec Benjamin Bonzi. Quel regard vous portez sur cette ascension qui a été quand même fulgurante en 2021 et il a été, il faut le dire aussi, plutôt amoindri par une blessure au poignet ces dernières semaines. Quel regard vous portez sur cette fulgurante progression ? Effectivement, Arthur il s'est blessé au poignet et il avait passé 2 tours à l'Open d'Australie, donc c'était vraiment de bon augure. Sa blessure, ça l'a contraint à abandonner et puis partir un peu des terrains pendant quelques semaines. Alors effectivement, Arthur a un parcours atypique puisque après être passé au comité, enfin Ligue des Yvelines à l'époque, il a fait un parcours un peu universitaire aux États-Unis qui lui a permis d'avoir une maturité. Mais c'est vrai que c'est un parcours atypique en dehors des filières fédérales. Avec, on le sait, oui, une arrivée tard sur le circuit professionnel. Vous en parliez, c'est la figure de proue du tennis des Yvelines aujourd'hui ? La figure de proue, peut-être pas, mais oui, c'est un des personnages qui compte. Maintenant, sur le niveau, on a quand même quelques athlètes prometteurs. On a aussi sur des registres un peu plus, on veut dire un peu moins sportifs, sur un côté un peu plus sociétal, on a des joueurs en fauteuil qui se comportent très bien d'un point de vue y compris international, avec une aura particulière sur des thématiques de société. Donc voilà, Arthur a un parcours atypique, mais il est parmi un groupe qui fait parler de lui aujourd'hui. Donc, chez les femmes, il y a Chloé Paquet aussi, notamment, 101e mondial, qui a fait un premier tour de Roland-Garros intéressant. Il y a eu quand même un set gagné face à Sablak. Finalement, une élimination au premier tour, mais c'est quand même c'était une belle entrée en matière pour Chloé Paquet. Une belle performance, effectivement. Alors, pour rebondir sur ce que disait Laure, effectivement, on a d'autres aussi jeunes pépites qui arrivent derrière, comme Antoine Guibaudot. Antoine Guibaudot, qui vient malheureusement perdre aussi hier à Roland-Garros sur le tournoi junior, mais qui est en pleine progression et qui continue sa progression. D'ailleurs, on forme aussi des plus jeunes. On a Théo Supio, qui a 13 ans, qui est très prometteur, qui est du niveau national. La petite Colline Adanaou, qui a 12 ans, aussi très prometteur. Et puis, on a 4 petites filles de 9 ans qui viennent d'avoir un titre de championne de France, entre guillemets, parce qu'à 9 ans, ils jouent par équipe, mais qui sont vraiment nos espoirs pour les années à venir. Et puis, on a aussi le pôle paratennis qu'on forme au comité, au vu des JO de Paris 2024. De Paris 2024, avec un comité des Yvelines qui est centre d'entraînement, c'est ça, pour ces JO ? Voilà, donc effectivement, on a été labellisé centre d'entraînement, donc on va pouvoir recevoir les délégations quand ils le demanderont. Mais je parlais du paratennis, effectivement, on a une figure de proue avec Pauline Desroulèdes, qui vise effectivement une médaille au JO Paris 2024 en fauteuil. Qui est une histoire vraiment aussi très très bouleversante et qui témoigne énormément sur cet handicap. Il y a d'ailleurs un cours Pauline Desroulèdes qui a été inauguré, il me semble, dans le nord des Yvelines, du côté de Rolleboise. On avait pu assister à cette inauguration. On va parler aussi avec vous de 2 événements à venir. Alors il y en a un qui concerne justement le tennis en fauteuil, puisque c'est le premier tournoi international de tennis fauteuil qui aura lieu à Feucherolles. La discipline, on l'a dit, a une ambassadrice dans les Yvelines, mais même au niveau français, c'est Pauline Desroulèdes. C'est un tournoi qui est en novembre, c'est bien ça ? Voilà, du 24 au 27 novembre. Et Laure va être la directrice du tournoi. J'ai grand honneur d'être la directrice du tournoi. En fait, on s'est un petit peu échauffé avec un tournoi national en fauteuil cette année qui a réuni un tableau de 16 joueurs et joueuses. Donc là, on passe au niveau supérieur avec l'ambition de faire aussi bien, voire mieux sur cette édition internationale. Donc c'est une grande fierté pour nous parce qu'il y a très peu de tournois organisés de ce type en Ile-de-France. Donc
Donc voilà, c'est un beau projet d'équipe aussi. Et puis tous les athlètes de cette discipline sont moteurs aussi dans ce type de projet. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à les concerter ensemble pour organiser tout ça, voilà, parce qu'il y a un cahier des charges quand même bien particulier. Donc c'est une belle aventure qui continue avec ce tournoi, sans oublier évidemment les autres événements internationaux comme la Winter Cup qui arrivera un peu plus tard. Justement, vous me tendez la perche pour terminer. Il nous reste un peu plus d'une minute pour terminer sur la Winter Cup, qui est la Coupe d'Europe des 12 ans filles. Il y a une deuxième édition, ça c'est une bonne nouvelle, qui va arriver en janvier 2023 dans les Yvelines. Tout à fait, puisque les 2 dernières années, malheureusement, Tennis Europe a été obligé d'annuler ses compétitions pour les problèmes de transport et puis de crise sanitaire. Et on se réjouit de pouvoir enfin faire notre deuxième édition. Donc c'est la Fed Cup pour l'équivalent de la Fed Cup pour les jeunes filles de 12 ans. Avec une étape française. Voilà. Donc il y a 4 pays qui organisent une phase qualificative, dont la France, dont Feucherolles. Et on aura donc l'équipe de France avec 7 autres nations à Feucherolles durant ce long week-end, ça sera le dernier week-end de janvier. Et donc 2 gros rendez-vous, on les rappelle, ce tournoi international de tennis fauteuil qui aura lieu en novembre dans les Yvelines, et également la deuxième édition de la Winter Cup en janvier 2023. On rappelle aussi, on l'a dit tout à l'heure, que le comité des Yvelines sera centre d'entraînement pour les JO de Paris 2024, et donc vous pouvez en tout cas recevoir des délégations en vue de cet événement mondial qui va arriver pour la France. Merci en tout cas d'être venu parler de cette actualité du tennis dans les Yvelines avec nous, Laure Moreau, vice-présidente du comité de tennis des Yvelines, et également Jean-François Mettet, qui est secrétaire général de ce comité qui est installé à Feucherolles. On retrouve bien sûr toutes les informations sur le site internet qui s'est affiché au cours de cet entretien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouverez Célia Gatsongo aux commandes du 7-8 Culture. Belle soirée sur TV78.